BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, et notre invité politique aujourd'hui, c'est Sophie Merckx, députée pour le PTB. Bonjour Sophie Merckx, merci d'être avec nous dans le studio de BX1. On ne va pas parler sans-abrisme ou actualité sociale avec vous. On va parler de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et de l'éventualité de lever les vaccins, les brevets sur les vaccins Covid-19. Est-ce que Joe Biden vous a surpris lorsqu'il a dit qu'il était en faveur de la levée de ces brevets comme le PTB? En tout cas, c'est sûr que le fait que M. Biden même fait une telle proposition, c'est que ça bouge, quoi. C'est que les lignes politiques bougent. Là où il y a un an, par exemple, à la gauche, au Parlement fédéral aussi, on était les seuls à demander qu'on lève ces brevets. Et aujourd'hui, oui, il y a un grand mouvement, je pense, citoyen qui demande ça. Il y a dans le monde entier énormément d'associations, les pays du tiers-monde eux-mêmes qui le demandent. Et donc, le fait que même Joe Biden doivent aller dans ce sens-là, je pense que c'est un bon signe. Alors, je vais vous proposer de juste vous décaler votre siège de 15 cm sur votre droite pour qu'on puisse bien vous voir à l'image. Malgré tout, on peut reprocher à Joe Biden de bien vouloir lever les brevets, mais en réalité, de ne pas exporter les vaccins. Oui, bien sûr, c'est ça. Hein. Il y a dans cette annonce de M. Biden, il y a le côté positif, mais il y a aussi le fait qu'effectivement, il le fait à un moment que dans son propre pays, il y a déjà un grand taux de vaccination qui est là et qu'au moment que lui-même, ils n'ont pas exporté de vaccin. Donc effectivement, c'est à prendre avec précaution. Mais le fait que le débat est sur la table aussi en Belgique, avec hier quand même Madame Wilmès qui a même été en partie dans ce sens-là, ça montre bien que les lignes politiques bougent et qu'il y a vraiment... la question de savoir si c'est normal, en fait, qu'aujourd'hui, on a des 3/4 des vaccins qui ont été injectés aujourd'hui. En fait, ça a été seulement fait dans 10 pays. Et dans les pays à bas revenus, il faudra 57 ans pour que la dernière personne soit vaccinée. Donc ça, je crois qu'il faut répondre à cette question. Ouais. Est-ce que malgré tout, il y a quand même un débat sur la levée de ces brevets, et pour nous en Belgique qui accueillons un certain nombre de laboratoires, il y a Pfizer qui va être visité cet après-midi par Joe Biden, il y a aussi un certain nombre de centres de recherche. Il n'y a pas un danger, si on lève les brevets, les firmes pharmaceutiques seront moins rémunérées, elles vont peut-être moins investir dans leurs centres de recherche et on va perdre de l'emploi en Belgique? En tout cas, en ce qui concerne le Covid, ça ne compte pas du tout parce que déjà la recherche fondamentale a été faite dans des instituts publics, puis on a payé énormément avec l'argent du contribuable. Il y a quand même eu de la recherche. Pfizer, c'est BioNTech, c'est une recherche qui a été faite en Allemagne, par exemple. Oui, mais ici, pour finaliser la recherche sur le Covid, ils ont bénéficié quand même de subsides qui étaient très importants. On a fait des pré-achats de vaccins même sans savoir s'ils allaient être efficaces. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que c'est normal que Pfizer va engranger 26 milliards de revenus sur le vaccin du Covid et en même temps, ils ne veulent pas partager cette technologie avec les autres pays? Ça, je pense que c'est vraiment une question fondamentale qu'on doit se poser. Ouais. Est-ce que c'est normal, ça? On parle d'une levée temporaire de ces brevets ou vous souhaitez une levée définitive? Pour nous, en tout cas, oui, la question de la propriété intellectuelle se pose non seulement dans le cadre du Covid, mais par exemple quand on pense aux petits bébés PIA pour qui on a dû récolter 1,9 million d'euros pour une piqûre, aussi parce qu'il y a la propriété intellectuelle et on veut faire un bénéfice monstre sur le dos des patients. Donc oui, c'est un débat plus large qui se pose aujourd'hui. C'est aussi un débat, par exemple, dans les pays, je pense, du tiers-monde, entre autres, ils doivent pouvoir accéder eux-mêmes à une production de vaccins, pas seulement pour le Covid, mais aussi pour d'autres maladies, et avoir une propre recherche et un propre système de fabrication de médicaments pour leur pays, et ne plus être dépendant, finalement, d'un petit peu de charité qui va venir de l'Occident. Donc oui, c'est un débat plus large. Donc pour vous, il faut une levée définitive des brevets? En tout cas, il faut mettre en cause le système qui fait en sorte que quand vous avez une invention, vous avez un monopole, et vous pouvez en fait prendre en otage, que ce soit ici, notre sécurité sociale, quand on regarde des médicaments pour le cancer, pour lesquels on demande 100 000, 200 000, 300 000 euros par an, par exemple, parce qu'il y a un monopole qui est là-dessus. Donc, effectivement, pour nous, il faut remettre en cause ce système-là. Il faut se demander si le vaccin, mais aussi les médicaments, de manière générale, ne doivent pas être considérés comme des biens publics pour sauver notre sécurité sociale à nous aussi ici. Pfizer, il est présent, le groupe Pfizer, il est présent au Parlement ou pas?
Pardon ? Le groupe Pfizer, il est présent dans les allées ou dans les couloirs du Parlement? Mais ça, voilà, on ne sait pas vraiment. Hein, donc, effectivement, on sait qu'il y a... Je vous pose cette question parce que vous avez annoncé hier que vous déposiez une demande de transparence sur le lobbying à la Chambre. Vous croisez, vous, des délégués d'entreprises pharmaceutiques dans les couloirs du Parlement? Oui, c'est évident qu'il y a des événements qui s'organisent, il y a des rencontres informelles qui s'organisent. On sait parfois qu'il y a des amendements ou des textes de loi qui sont écrits par les lobbying des firmes pharmaceutiques, entre autres. Encore récemment, voilà, le ministre Van den Broek, il a dit, voilà, j'ai convenu cette loi avec pharma.be, donc je ne comprends pas pourquoi on doit convenir d'une loi avec donc les firmes pharma.be, c'est l'organisme qui représente l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques actifs en Belgique. Ouais. Et donc, effectivement, ce que nous, on demande aujourd'hui et pour lesquels on dépose une proposition de loi, c'est qu'il existe un registre des lobbies à la Chambre, mais en fait, c'est juste une coquille vide, quoi. C'est juste un tableau avec les firmes Pfizer et la personne, mais on ne sait pas qui a rencontré qui, à quel sujet, pour parler de quoi précisément, et ça, on pense que c'est important. Vous voudriez quoi? Qu'on puisse savoir quel parlementaire a rencontré quel lobbyiste, à quel moment, et ceux qui se sont dit, c'est pas un petit peu intrusif? Non, je pense qu'il faut que le citoyen a tout à fait le droit de savoir effectivement les firmes pharmaceutiques, pourquoi vont-ils voir certains députés, pourquoi vont-ils voir le gouvernement et quelle est leur demande. D'ailleurs, même le Conseil de déontologie au Parlement fédéral avait conseillé que les textes de loi, avec chaque texte de loi ou projet de loi qui est proposé, qu'il y a une annexe où on fait détail effectivement des amendements qui ont été écrits ou changés à la demande de l'industrie. Sophie Merck, vous êtes d'accord qu'on peut rencontrer quelqu'un, discuter et pas forcément être d'accord ni relayer son point de vue? Oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut être transparent à ce niveau-là. Ce serait pas un petit peu stigmatisant? Ce serait pas un petit peu stigmatisant de dire que Monsieur ou Madame Untel a rencontré le représentant de tel ou tel labo et vous n'en tiriez pas des conclusions un peu abusives? Non, je pense que justement, ça permettrait d'être transparent sur ce sujet-là. Donc, moi, voilà, tout le monde peut savoir. Quand je rencontre des syndicalistes, par exemple, il n'y a aucun souci à ça. Donc, je pense qu'il faut justement être transparent à ce niveau-là. Le citoyen a le droit de savoir quelles décisions sont réellement influencées, de quelle façon. Vous avez fait cette demande à la Chambre. Il y a une chance qu'elle soit entendue et qu'on modifie le règlement de la Chambre? On espère en tout cas qu'effectivement, les partis de gauche nous soutiendront dans cette demande. Dernière question, il y a une action de grève qui est prévue dans 2 jours dans le secteur des soins de santé. Vous la comprenez? Oui, je la comprends parce que je pense que effectivement, donc l'année passée, il y a eu des énormes fonds qui ont été on a quand même débloqué 400 millions, le fonds Blouse Blanche. Oui, le fonds Blouse Blanche et donc les accords aussi. Il y a 1 milliard qui a été débloqué encore après. En total, c'est 1 milliard. Mais c'est vrai que c'est quand même pas normal de constater que certaines personnes qui attendent aujourd'hui, je pense, une révalorisation, voient aujourd'hui que en fait, finalement, sur leur fiche de paye, il n'y a aucune amélioration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce milliard, c'est pas suffisant, ou ça veut dire que ce milliard n'est pas utilisé correctement et ne va pas aux bonnes personnes? Je pense que les deux options sont valables. Donc, d'un côté, il faut faire en sorte que tout le monde soit bien révalorisé. D'un autre côté, il faut aussi que l'argent soit utilisé à bon escient. Je prends un exemple, effectivement, le fonds Blouse Blanche, dont une partie a été débloquée. Il y a eu de la création d'emplois, mais pas partout. Alors que le but premier du fonds Blouse Blanche était de réellement pouvoir créer de l'emploi. C'est une des demandes aussi, qu'il y a plus de personnel dans les hôpitaux. Ça veut dire que les directions... Il faut vraiment que l'argent soit bien utilisé. Ça veut dire que les directions d'hôpitaux n'ont pas joué le jeu? Pas toujours, non. Effectivement, ça dépend très fort du rapport de force sur le terrain. On sait que les hôpitaux ont énormément de frais, sont dans le rouge, et parfois ça n'a pas été utilisé à bon escient. Si on veut mettre plus que 1 milliard dans les soins de santé, ça veut dire qu'on va mettre en péril l'équilibre financier de la sécurité sociale? Il faut surtout faire en sorte que la sécurité sociale reste bien financée au départ, parce que je pense qu'un euro investi dans la santé, je pense que tout le monde a compris aujourd'hui que c'est plus que crucial. Donc on aurait pu peut-être éviter des morts, éviter des malades aussi, si on avait eu un système préventif qui était efficace. Donc pour nous, ça vaut vraiment l'investissement, mais ça pose effectivement la question après sur le financement de la sécurité sociale de l'autre côté. Merci Sophie Merck, merci d'avoir été notre invitée ce midi. Vous êtes députée à la Chambre, donc au fédéral, pour le PTB.